Je m'éparpillais énormément et aujourd'hui, grâce à l'aïkido, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quand même me centrer. En tout cas, j'ai besoin de me centrer. Et mon objectif, c'est de me donner plus de discipline à travers l'aïkido. Bienvenue sur Fox et Pouipouille l'interview. Dans ce troisième numéro, nous accueillons Atem, jeune étudiant passionné d'aïkido. Il nous explique sa philosophie de vie et la difficulté qu'il a à trouver un calme intérieur. Avant de commencer, Atem tenait juste à préciser que son maître d'aïkido est une femme. Il n'a pas eu l'occasion de le préciser au cours de l'interview. Voilà, c'est à peu près tout. Bonne écoute. Après un détail technique que vous n'auriez pas entendu, j'accueille à nouveau Atem. Merci. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de sa passion qui est... L'aïkido. Voilà, Atem a 25 ans. Exact. T'es au master à l'IAE de Lyon. Exact. Master entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est l'aïkido, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'aïkido, c'est un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer d'être clair. En somme, c'est un art martial japonais qui a été créé en 1945 par Maître Ueshiba. Et si tu veux, la différence avec les autres arts martiaux, s'il n'y en avait qu'une seule, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compétition. Donc c'est pas comme le judo, le karaté ou même dans d'autres sports, la natation, il n'y a pas vraiment de compétition ou de concurrence, de prix à gagner. Donc ça serait peut-être la différence majeure. Et au-delà de ça, l'aïkido prône un petit peu la paix, ce qui est un peu contradictoire peut-être avec l'image qu'on a de l'art martial qui est très, enfin, du coup qui est un art de guerre, mais en fait à travers cette pratique on essaye de chercher autre chose que battre l'adversaire. Et le fait qu'il n'y ait pas de compétition et cet esprit-là fait que c'est vraiment une discipline pour soi-même. En fait, pour moi, je sens vraiment que l'aïkido est quelque chose qui petit à petit est en train de structurer ma vie et ce qui me permet d'avoir un pilier, quoi, quelque chose de central dans ma vie. Mais si ce que tu cherches, c'est pas battre l'adversaire, genre, Mhm. qu'est-ce que tu cherches en aïkido? Alors à l'aïkido, on cherche à d'abord dégager l'adversaire. Donc déjà, on ne cherche pas à attaquer l'adversaire, donc il n'y a jamais de premier coup à l'aïkido. Et au-delà de ça, si l'autre va quand même attaquer, on essaye de neutraliser son attaque. Donc soit on évite son attaque, soit on évite et on fait en sorte de l'amener à une position où il ne pourra plus nuire. D'accord. Et toi, enfin, comment t'as commencé à vouloir faire ça? Parce qu'en général, quand on est un petit garçon, on a envie de se fighter, plus pas Bah, trop. c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était quand j'étais au lycée, je m'intéressais à tout ce qui est arts martiaux et sport de combat. Et dans ça, je trouvais intéressant qu'il n'y a pas que le pied-point, qu'il n'y a pas que des coups à donner, mais aussi des immobilisations ou des clés. Donc ça s'appelle, dans le jargon, c'est le grappling. Donc c'est une sorte de lutte où on essaye d'immobiliser l'autre. Et j'ai trouvé intéressant que dans ce style de combat, on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand gabarit ou d'être très musclé ou très fort parce que il s'agit plus de mobilité et de souplesse. Et donc, vu que j'ai un petit gabarit, je me suis dit, ah, mais le grappling, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, j'en parlais souvent à mon entourage. Et un jour, mes parents m'ont présenté un de leurs amis qui est maître d'aïkido. Donc quand j'ai discuté avec ce maître, il m'a montré une technique et c'est là où je me suis dit, ah bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé en fait. Donc à la base, j'avais des intentions de vouloir me battre ou savoir me défendre, quoi, malgré mon petit gabarit, mais c'est à force de pratiquer que j'ai senti que c'était autre chose que je recherche. Donc là, ça fait 7-8 ans Voilà, que à peu t'en près. fais, et t'as toujours le même maître? Eh ben non,
le premier maître que j'ai eu que 6 mois, parce que c'était 6 mois avant le bac. Et après, je suis venu à Lyon, et donc j'ai changé de maître, et je pratique à Lyon, je pratique avec un autre maître chez qui je pratique, bah, du coup ça fait 6 ans, donc je pratique avec cette personne. Et depuis, j'ai vraiment gardé le même enseignement. D'accord. Et vous êtes beaucoup en cours d'aïkido? Ou- Ben, c'est à l'université que je le pratique, donc c'est pas, on fait pas beaucoup, donc on va dire 3 heures par semaine, et chaque année les personnes viennent et repartent, donc bah, ceux qui ont fait autant, je pense qu'il y a que moi. D'accord. C'est vrai que t'as genre une petite relation avec le maître d'aïkido Oui, maintenant? bien sûr, maintenant, des fois, après l'aïkido, on va boire un coup, on discute pas mal. Ouais. Mais les maîtres d'aïkido, ils sont. Enfin, tu sais, souvent dans les films, on voit les maîtres qui sont très vieux et tout. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est. Alors non, faut pas penser ça. Bah, bien sûr il y a certains maîtres qui sont vraiment caricatures même de ce genre de maître très silencieux, Le tout ça. maître Yoda? Voilà, mais non, il y a vraiment de tout, et certains sont plus bavards que d'autres, ou certains sont plus, comment dire, accueillants. Voilà, donc non, faut pas avoir cette image, quoi. C'est des êtres humains finalement. Mais comme t'as pas vraiment de but, de palier en aïkido, Mhm. qu'est-ce qui fait de la personne un maître d'aïkido? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si tu veux, pour tout ce qui est grade, donc il y a toujours quelqu'un qui est plus gradé que toi qui va examiner et qui va juger si tu es, tu peux prétendre à un certain niveau. Donc, tu sais, à partir de la ceinture noire, il y a des dan. Donc, les dan sont attribués par d'autres. Mais finalement, pour moi, c'est plus quand toi tu cherches un maître, est-ce que en regardant comment il fait, est-ce que toi tu es convaincu par ce qu'il fait? Donc finalement c'est ça, est-ce que tu es convaincu par ton maître, et c'est toi qui lui donnes la valeur que tu veux en fait. Et pour atteindre les ceintures, Mhm. c'est basé sur quoi? Sur tes compétences d'immobilisation? Voilà, donc par exemple, il me semble pour la ceinture noire, c'est-à-dire le premier dan, il faut connaître un certain nombre de techniques. Donc, il me semble qu'il te demande le nom, enfin, il te dit le nom de la technique, et tu dois l'appliquer. Et je pense qu'après, c'est à l'appréciation du jury qui va voir si ton mouvement, ta posture est digne de quelqu'un du premier dan. Donc c'est un sport japonais Oui, et un art martial. un art martial. Parce que c'est pas pareil, un sport et un art martial. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Alors, comment dire, l'art martial, c'est vraiment ça, et que je trouve que qui a été perdu dans certains autres arts martiaux, c'est justement cet aspect que c'est un mode de vie, et que ça ne se limite pas à sur le tatami ou dans un ring où on le pratique. Mais même en dehors, il faut garder cet esprit-là. Et par exemple, dans l'aïkido que je pratique, on parle énormément de posture et comment dire, de savoir-être. Et donc, dans les arts martiaux, il est important de toujours être maître de soi-même, et de montrer une certaine fierté, pas fierté, mais une bonne, Confiance en soi. voilà, confiance en soi et une bonne posture par rapport à ce qui arrive dans la vie en fait. Ouais, là, je suis en train de voir que ma posture, elle va pas du tout. En fait, plus tu parles de ça, plus je me dis, oh mon dieu. Mais moi aussi, C'est hein, ça. à chaque fois j'oublie, et là en parlant, je me suis Oui, redressé. c'est ce que j'ai vu. Parce que je me suis dit, ah c'est vrai, j'étais en train d'oublier ça. Pardon, maître. Voilà. Et voilà, donc encore une fois, c'est une discipline Ouais. qui est pas facile, parce qu'on a tendance à être dispersé dans la vie de tous les jours, et même en pratiquant, des fois on se rend compte qu'on est voûté, Ouais, écoutez. voûté, ou on n'a pas une bonne posture, ou qu'on n'est pas concentré. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire toute la vie, et qui me permet de vraiment avoir une structure dans la vie. Tu sais, ça me fait penser à un truc que je me suis renseigné il y a pas longtemps, ça s'appelle le pleine conscience, mindfulness. Mhm.
et où vraiment le but c'est que tu sois tout le temps maître de toi-même, que tu Mhm. vives l'instant présent, sans jugement, hein, sans te dire oh là là, Ouais. ça va pas comment je suis et tout. Et c'est vraiment ça, quoi, que tu sois maître de toi-même, que tu saches ce que tu fais, ce que tu ressens et tout. Et Ouais. ça me fait beaucoup penser, je trouve ça. Je comprends ce que tu dis et c'est vrai que j'ai ressenti ça. Après, voilà, de mon humble expérience Mm. d'aïkido, j'ai l'impression que quelque part, il y a une part de méditation, moi, en tout cas, je perçois comme une sorte de méditation aussi et une sorte de rigueur pour atteindre cette pleine conscience, comme tu dis. Et finalement, je pense que chaque personne a besoin d'un prétexte pour trouver un calme, enfin une paix intérieure, Mm. si je peux dire ça comme ça. Et voilà, pour moi, le prétexte, c'est l'aïkido. Est-ce que tu penses que c'est important de trouver une paix intérieure? Bah, je trouve que quand même, aujourd'hui, surtout avec l'avancée de la technologie, avec les smartphones et tout ça, c'est difficile de rester concentré plus d'un certain temps, vu que l'information va vite et qu'on est dans le zapping. Donc, je, je- quand je pratique beaucoup d'aïkido, après, je vois vraiment une réelle différence avec comment je suis d'habitude, à zapper, à aller juste à l'essentiel et ne pas essayer de creuser. Alors que je trouve qu'on passe sur plein d'occasions et je trouve ça dommage. Et moi, j'essaye de chercher à travers l'aïkido plus de calme. Mm. C'est vrai. Parce que je sais que moi j'ai beaucoup tendance à m'éparpiller, j'adore voir des expos, je suis intéressée Ouais, par plein de trucs. Genre sur le moment, par exemple, je vois une expo sur le cinéma, je me dis waouh, c'est trop bien ouais, et tout, j'ai trop envie de mhm. me lancer là-dedans. Et puis le lendemain, je vois un truc sur la guitare, alors je reprends ma guitare et je joue. Oui, Et enfin, c'est tous les jours, je fais un truc différent et au final, je vais jamais, genre, j'ai jamais appris de morceau à la guitare en entier, alors que ça ouais, fait 3 ans que je pratique la guitare parce que je suis tellement dispersée de partout qu'au final, bah, j'arrive pas à trouver, comme tu dis, genre, ce calme où tu te dis, ok, je vais là. ouais. Non, mais je Donc, comprends très bien, je suis exactement comme toi et c'est pour ça que pour moi, c'est un challenge de rester dans l'aïkido et d'essayer de me dire que ça c'est ma base en fait. Pendant mm, longtemps, comme toi, bah, j'ai plein de passions. En fait là je parle surtout de l'aïkido parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais en soi j'adore la musique comme toi. J'ai commencé par la basse, après j'ai fait de la guitare acoustique, guitare électrique, et maintenant j'ai une batterie chez moi. Et voilà, moi aussi, même en dehors de la musique, j'ai fait du skate, j'ai fait d'autres arts martiaux, j'ai fait d'autres sports. Voilà, je m'éparpillais énormément et aujourd'hui, grâce à l'aïkido, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quand même, comment dire, me centrer. En tout cas, j'ai besoin de me centrer, d'avoir quelque chose de, enfin, une activité principale qui sera l'aïkido et quelques activités ou de passions annexes que je ferai de temps en temps, mais que justement, je devrais apprendre à donner une priorité dans mm. ce que j'aime. Ouais, j'ai l'impression que quand tu parles, l'aïkido c'est un peu ton cadre Ouais, et tu mets des autres choses dedans si ça rentre et si ça rentre pas, tu tiens vraiment à que ça sorte pas de ton cadre d'aïkido, j'ai l'impression. oui. Mais après, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue récemment. Donc, je sais pas si dans un an, je dirai la même chose, mais voilà. En tout cas, maintenant, c'est comment dire, c'est mon objectif, c'est de me donner plus de discipline et à travers l'aïkido. Mais c'est fou, enfin, je trouve que t'es vachement. Enfin, à 25 ans, c'est vachement mature comme façon de penser, de se dire voilà, je vais être disciplinée, je vais me concentrer sur les choses, enfin, être. Bah, en fait, pendant longtemps, je sentais un manque en moi et je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin, mais je savais pas. Et justement, j'essayais de chercher ça en faisant plein de choses. Et au final, bah, c'est vraiment l'aïkido qui m'a permis de ressentir ça. C'est-à-dire que aux vacances de février de cette année, j'ai fait un stage intensif d'une semaine d'aïkido, donc je faisais 7 heures d'aïkido par jour. Et le fait d'avoir fait ça, et le fait de retourner à la fac après avoir fait ça, ça m'a fait sentir une réelle différence
comment moi je me positionne par rapport aux autres. Et je voyais tout le comment dire, la- le manque de piliers des autres, alors que chez moi je ressentais beaucoup plus de calme. Et donc j'arrivais à avoir un réel recul par rapport aux choses qui arrivaient. Donc ça, j'ai commencé à le perdre. Plus je m'éloigne du stage et plus je le perds. Mais c'est vrai que j'ai envie de retrouver ce calme, mais sans avoir à faire à chaque fois des stages d'une Mm. semaine. Et je pense que c'est ça qui m'a fait énormément réfléchir. Ouais, je comprends tout à fait parce que moi, quand j'étais à Rome, j'étais Mhm, vraiment dans un institut vraiment très, très pratiquant, mhm, religieux et tout. Et ça m'a mis en vrai tout un cadre où j'avais vraiment des habitudes et ça m'a inculqué un peu des valeurs que j'avais un petit peu perdues entre temps. ouais, Et quand je suis revenue d'Italie, enfin pour moi j'étais totalement perdue, mhm, enfin parce que j'étais sur ce cadre que j'avais là en Italie, mhm, et j'arrive en France où là j'ai plus de cadre, j'ai plus mon truc bien organisé comme j'avais en Italie, maintenant c'était à moi de refaire ce cadre autour de moi. ouais, Et au début j'y arrivais, et en fait plus je m'éloigne de mon truc, et plus pour moi c'est difficile, et plus je m'éloigne de ce cadre-là. mhm, Mais j'essaie quand même de garder quelque chose et de me souvenir que genre j'avais ce cadre-là ouais, pour rester focus. Et après, comme tu dis, on va pas refaire, moi, je vais pas refaire 6 mois en Italie pour mhm, retrouver un cadre pendant 2 semaines, toutes les deux ouais. semaines, quoi. C'est... Mais je pense que c'est une sensation Ouais. En fait, c'est une expérience à avoir au moins une fois dans sa vie pour le ressentir. Et justement, à partir de là, le challenge, si tu veux, c'est pour moi de le recréer. En fait, de retrouver ce que je ressens. Par exemple, après avoir fait une semaine de sport, enfin d'arts martiaux, excuse-moi, intensif, si je me commence à faire des erreurs là, c'est que maintenant je ressens comment je suis redevenu. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment, vu que c'était l'aïkido, c'est énormément question de posture, là je ressens que j'ai perdu et que j'ai remal au dos, alors que voilà, Ouais. justement après avoir fait de manière intensive, j'avais enfin, trouvé une certaine posture. Et maintenant, j'essaye de chercher comment dire, euh, une habitude quotidienne pour retrouver ma posture et surtout retrouver la sensation que j'ai eue pendant le stage. Donc ça me permet d'avoir un souvenir corporel en fait Ouais. de qu'est-ce que c'est d'être structuré et de faire les choses comme c'est prévu. Mais de rien, enfin, le fait que tu aies une structure dans ton corps, bah, ça me fait tout de suite. Enfin, le Ouais, corps a un oui, oui, impact oui, sur le mental, donc cette structure ton c'est mental. ça. Et vraiment, j'ai compris ça il y a 2 mois. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, on a tous besoin d'avoir cette expérience de recul sur notre Mhm. vie, que ce soit par le biais d'un stage d'arts martiaux, Oui. de changer de pays et faire quelque chose de totalement différent de Mhm. ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'on a, je pense, tous besoin, ou un moment où j'ai une amie qui a fait le chemin de Compostelle. Mhm. C'est aussi, il y a plein de moyens de prendre du recul sur sa vie, et Ouais. je pense que c'est vraiment des expériences importantes Mhm. pour vraiment savoir où on va après. Surtout, ça permet de prendre une direction. Sinon, Oui. tu dis que l'aïkido, c'est vraiment pour toi, ça influence ta vie au quotidien. Oui, Genre, oui, clairement. oui. Ouais, ouais. Mais à part cette histoire de posture, est-ce que tu as d'autres façons que ça influence je sais pas, avec tes proches. Euh, comment. C'est c'est pas facile comme question, mais. Mais je sais que quand on passait les partiels, Mhm. je te voyais un peu faire de la méditation, genre de faire de la sophrologie avant les partiels. Ouais, Genre pour un peu te calmer, te ouais. repositionner, machin. C'est vrai que je fais plus attention à ma respiration et j'essaye d'être calme, surtout en situation qui est stressant. Situation stressante, j'essaye de faire attention à comment je respire et ça me permet de retrouver un certain calme. Je dis pas que je deviens entièrement zen, Mhm. loin de là, mais ça permet de quand même de revenir un petit peu à un état plus
enfin comment dire, qui me permet de prendre le recul en fait. C'est que je pense qu'en panique, c'est on est trop dans la situation présente et qu'on a du mal à prendre du recul. Et le fait de respirer, ça permet de faire attention à sa respiration, ça permet déjà de penser à autre chose. Le fait enfin, de penser à sa respiration, déjà on ne pense plus à la situation ou la crise actuelle. Et le fait de revenir après, après avoir pensé à la respiration, ça permet de vraiment avoir du recul et mieux cerner la situation, je trouve. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, depuis que j'ai commencé des méditations il y a Mhm. environ un an, j'utilise beaucoup ça. Genre, dès que je sens que je panique ou que j'ai un entretien d'embauche ou un oral, je fais Ouais. 5 secondes de sophrologie, 10 secondes même pas. Ça prend juste 10 secondes et après c'est en mode ok, c'est bon, Ouais. j'y vais. Ou même avant une interview, hein, genre Mais moi-même c'est du. pendant, des fois, quand Ouais, je sens que je suis plus tout à fait dedans, en même temps j'essaye de prendre une respiration, ça. de penser à la respiration et en même temps, comme ça j'arrive à retrouver mon calme en même Là, vous avez une méditation en direct, question. temps. Voilà, enfin, je trouve le fait de penser à sa respiration, c'est discret en plus. Mm. Donc on peut avoir les yeux ouverts à écouter l'autre et en même temps faire attention à comment on respire. Ça, maintenant, tout le reste de l'interview, vous entendrez ASMR. Ah bah, il va y avoir des pauses, ce sera des pauses respiration. Non mais voilà, enfin, Oui. Et, euh, et tes proches, est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce que je sais pas si t'as vu que tes proches ils le ressentaient, que l'aïkido avait un impact ou. oui, c'est vrai qu'on me dit souvent, surtout juste après le stage, on m'a demandé si j'allais bien. Parce que clairement, j'avais plus la même expression que d'habitude. On m'a dit souvent que j'avais l'air beaucoup plus blasé. Mais je pense que c'est juste que j'arrivais à me relâcher et ne pas mettre beaucoup d'énergie. Justement pour une question de recul, de respiration. Et je pense que voilà, au début, je contrôlais pas mon expression faciale qui se trouvait très blasée apparemment. Et toi, t'as jamais eu de tes proches, ils arrivent à comprendre que tu fasses ça au quotidien et t'as jamais eu de personnes qu'on fait obstacle en mode genre c'est Alors, ridicule ce que tu fais. Non, non. Enfin, déjà, mes parents sont assez compréhensifs. Ma mère est japonaise, donc elle connaît un petit peu de près ou de loin tout ce qui est art martial. Mon père aussi, à un temps donné, il s'était pas mal intéressé à la méditation et donc, non. Enfin, si, quand même, ils se sont dit. Bah, ils ont eu peur que j'aille trop à fond dans l'aïkido et que j'en fasse. Enfin, que je devienne maître et que je fasse que ça. Mais voilà, après, ils savent très bien. Ils m'ont déjà vu être à fond dans plein d'autres passions et d'après changer d'avis. Donc, Hmm. ils se font pas de. Pour l'instant, ils se font pas trop de soucis là-dessus. Et dans 10 ans, toi, à thème maître d'aïkido. Voilà, dans une campagne profonde, au fond de la forêt, en train de méditer. Non. Et toi, ton niveau entre guillemets d'aïkido, tu le situerais où? Non, il est pas. Pour le nombre d'années que j'ai fait, c'est pas du tout. C'est pas assez poussé parce que, comme je l'ai dit au début, j'en ai pas fait. J'en fais 3 heures par semaine. Et sur la période scolaire, donc en Ouais. vacances, j'en faisais pas. Et donc à chaque fois, je perdais. Le peu que je faisais, je perdais. Et puis aussi, le cadre universitaire fait qu'on ne peut pas avancer énormément. C'est-à-dire Hmm. que tous les ans, on recommence à zéro. Et donc, il y a certaines techniques que j'ai pas pu avoir la chance de vraiment pratiquer à fond. Et donc là, j'essaye de pousser mon maître justement à être plus exigeant avec moi. D'accord. Et quand tu vas sortir du cadre universitaire, parce Mhm, que enfin, t'es en master, donc il te reste un an, mhm. à moins que tu veuilles faire un doctorat, après tout, soyons fous. Bah, je pense pas, mais ouais. Tu, tu vas faire comment pour continuer l'aïkido? Bah, je pense que je vais essayer de trouver un dojo ou, voilà quoi, essayer de trouver un endroit propice pour continuer la pratique. T'as pas peur que genre ça te
C'est souvent cette histoire de procrastination que tu finis tes études, tu fais ah oui, alors maintenant il faut que je trouve un dojo. T'as pas peur que genre tu repousses et qu'au final, bah, t'en fasses plus trop. Bah, avant, j'aurais pensé comme ça, mais aujourd'hui, je me dis, enfin, finalement, tout est challenge, quoi. Donc, Hmm. finalement, par rapport à la discipline de soi, à être exigeant avec soi-même, bah, le fait de trouver un dojo ou un endroit propice, ou même essayer de s'entraîner tout seul, je pense que ce serait un moyen aussi pour moi de garder l'esprit, Mais l'aïkido, tu peux finalement. très bien t'entraîner tout seul. Tu peux. Il y a certains entraînements. Bon, c'est toujours mieux d'avoir au moins un partenaire, mais après, rien n'empêche de s'entraîner tout seul aussi. Un partenaire qui est pas forcément un maître d'aïkido. Ah, c'est mieux s'il a de la pratique. Ouais, Mais ouais. d'accord. Et sinon, est-ce que, enfin, ta passion ou tes autres passions, est-ce que ça a un impact sur ta vie professionnelle? Parce que je sais pas si tu connais le terme ikigai, je Mhm. pense que oui. Bah oui, c'est japonais. Oui, voilà. Donc Ikigai, je rappelle, comme je rappelle à chaque interview, Mhm. ça vient d'une île japonaise où les gens sont très heureux. C'est parce qu'ils ont fait de leur passion leur métier en fait. Mhm. Et je crois que c'est l'île où t'as le plus de gens heureux au monde. D'accord. Et, et donc, ça démontre que tu as besoin d'un équilibre entre le travail, ta passion et ta vie perso en fait. Ouais. Et que ta passion, il faut qu'une part soit un peu monétisée pour Mhm. que tu aies une vraie reconnaissance de toi-même. Et toi, est-ce que tu penses, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu arrives plus ou moins à l'insérer dans ta vie professionnelle ou est-ce que tu aimerais l'insérer? Alors justement, ça c'est une question assez difficile pour moi parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me disais que, enfin, il n'y a pas de mal à se nourrir de sa passion. Et le fait de pouvoir vivre et de gagner de l'argent avec sa passion, c'est quelque chose qui est honorable et qui est bien. Mais après, justement, je suis encore en réflexion là-dessus. Mais si je peux avancer déjà mes premières réflexions, ça serait que le fait de monétiser, ça peut pervertir sa relation avec la passion. Et justement, quand on vend quelque chose, on va être peut-être amené à modifier pour plaire à la demande. Donc Mm. quand ça devient une offre dans le sens du marché, on doit plaire aux autres. Mm. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre, il faut que la demande veuille bien du produit ou service qu'on offre. Et donc si on le monétise, on va peut-être être perverti par cette demande et qu'on va modifier. Enfin, je pense par exemple à l'aïkido, ça serait de le simplifier pour qu'il soit plus accessible et on perdrait quelque chose de précieux là-dedans. Donc je pense que ça dépend des gens, mais en tout cas ce que je pense aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment un réel, comment dire, un, un réel, enfin, dialogue avec moi-même par rapport Ouais, à ça et j'ai pas encore de réponse. Mais voilà ce que je peux dire aujourd'hui du fait de d'accord. monétiser sa passion. Donc pour toi, ta passion, tu me dis, c'est la relation avec ta passion. C'est Mhm. marrant de dire ça comme ça, que Ouais. genre, t'es comme si toi et ta passion, ce seraient deux entités différentes Mhm. que vous, Qui communique. ouais, qui Ouais. communiquent. Comment tu peux dire ça? Parce que, enfin, c'est pas un être vivant une passion. Enfin, Non, c'est, non, non, mais quand même, enfin, il y a quand même eu, enfin, si aujourd'hui c'est une passion pour toi et qui est quelque chose que tu n'as pas inventé, au final c'est une transmission qu'il y a eu. C'est-à-dire, bah, surtout pour l'art martial, c'est plus facile à illustrer, mais donc il y a eu un maître qui a fondé ce courant et il y a eu d'autres maîtres qui ont essayé de transmettre ça. Et donc dans cette transmission-là, je pense que ce serait dommage si pour gagner assez d'argent, on va le simplifier et du coup perdre.
quelque chose dans cette transmission. Mhm. Donc pour toi, c'est un peu la passion, c'est quelque chose qui se transmet en fait, Oui. vraiment. Et tu répondrais quoi à tous ces gens qui disent moi, j'ai pas de passion, j'aimerais bien avoir une passion, mais j'en ai pas. Mm. Genre, tu leur répondrais quoi? C'est vrai que pour moi, c'est un peu difficile à imaginer parce que Ouais. j'ai toujours eu des choses qui m'intéressent ou peut-être que ces gens-là n'ont pas eu l'occasion, enfin l'occasion n'est jamais venue pour qu'ils s'intéressent à quelque chose suffisamment pour qu'ils soient passionnés peut-être. Et que en peut-être si ces personnes-là recherchent une passion, bah, peut-être un conseil, ça serait d'être curieux et d'essayer des choses. Mm. D'essayer des choses et je suis sûr qu'on trouve toujours quelque chose qui pourrait au moins nous plaire. Peut-être que c'est la définition de chacun de la passion qui est Ouais, différente. Peut-être qu'ils ont déjà quelque chose qu'ils aiment bien ou qui font même de temps en temps ou que ça leur plaît. Et je pense que ça, ils peuvent appeler ça une passion. Ça dépend vraiment de son ressenti, je pense. c'est marrant, c'est le même conseil. Troisième interview, Ah chaque ouais? fois c'est soyez curieux, osez, genre vraiment. Après, je pense que c'est dur de. Et puis continuer peut-être, parce qu'on Ouais, fait toujours un premier essai. Souvent, on entend parler d'un premier essai gratuit de quelque chose, donc on fait un premier essai et je pense qu'avec juste un essai, on ne peut pas vraiment sentir toute la profondeur d'une passion, enfin d'une passion ou d'un concept. ouais, je pense un peu à la guitare, parce que quand t'essaies pour la première fois la guitare, Voilà, tu douilles ta race. Enfin, ça fait juste mal aux doigts et t'as voilà. mal, t'arrives pas à faire sonner tes cordes, tu te sens super nul. Ouais. Tu dis la guitare elle a un problème parce que. Mm. Enfin, surtout, tu te remettras jamais en question parce que c'est la Ouais, première fois que ouais. t'en fais. Et ce fait que ça donne pas trop envie d'y retourner parce que ça te fait mal et tout. Mhm. Alors que si tu rejoues genre encore pendant une semaine tous les jours, bah là tes doigts ça te fera moins mal parce qu'il y a de la corde qui va commencer à Ouais. arriver et tu vas voir que tu vas vraiment avancer sur tes morceaux, que ça va mieux. C'est ça. Donc vraiment, c'est essayer de continuer un petit temps quand même. Mm. Quand on essaye quelque chose, bah, c'est pareil à l'aïkido. Au début, on comprend rien. On nous demande de faire des mouvements et on respire et on sait pas trop ce qu'il faut faire. Et après, on nous montre des techniques. Ouah, on ne comprend rien parce qu'il y a beaucoup de détails à voir. On voit la personne qui est en mouvement et en même temps ses mains font quelque chose. Et au final, la personne, son adversaire se trouve à terre, les mains derrière le dos et l'autre personne qui maîtrise. Et on ne comprend rien au début. On essaie de recréer, mais on ne sait pas comment il a réussi à retourner la main de l'autre. Voilà, tu vois. Et c'est petit à petit on essaye de recréer le, sans les détails, le mouvement. Et c'est petit à petit qu'on ressent, ah d'accord, c'est vrai que quand on fait ce mouvement-là, on ressent une gêne chez l'autre qui peut créer un déséquilibre, et voilà. Ouais, Donc c'est petit à petit qu'on ressent et c'est ça. qu'on voit réellement pourquoi c'est intéressant. Surtout quand tu vois l'objectif final, ça te paraît tout de suite monstrueux. Mais Ouais, quand tu le découpes et que tu vas petit à petit, ça va tout de suite mieux. Genre, ouais. enfin, Pas toujours découpé, mais en soi, je un pense peu. on commence tous par copier. Je pense Ouais. c'est quelque chose de. C'est l'éducation pour moi, c'est d'abord copier sans comprendre. C'est comme bah, au début, on nous a dit 1 + 1 = 2. Du coup, on a dit, bon, bah ok, 1 + 1 = 2, sans comprendre. Et c'est plus tard qu'on a compris que, oui, c'est vrai qu'on ajoute une chose et une autre chose, ça fait deux choses. Mm. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et pour moi, c'est d'abord copier sans comprendre. Enfin, il faut toujours commencer par copier bêtement. Ouais, Et c'est petit à petit qu'on comprend en copiant pourquoi on fait ça. ouais, Et c'est ça. c'est là où ça devient intéressant. Donc il faut donner le temps à, à l'activité pour comprendre l'enjeu, je Mm. pense. Et tu penses qu'une passion, c'est important d'en avoir une ou si t'en as pas une, c'est pas grave? Je pense que c'est chacun ses définitions. Certains, par exemple, rien que le fait de travailler, ça leur plaît, leur travail leur plaît, et donc c'est peut-être une manière de dire que c'est leur passion. Donc finalement, je pense que je sais pas, c'est par rapport au terme et comment Ouais. on représente la passion.
Mais toi, si je vais pousser le vice un peu plus loin, Ouais. si t'enlevais toutes les passions de ta vie, t'enlèves Ouais. tout. T'imagines, tu vois ta vie, t'enlèves toutes tes passions, l'aïkido, la musique, la guitare, la batterie, tout. Mhm. Tout. Tu vois ce qui reste de ta vie. Est-ce que ta vie te conviendrait comme ça? Bah, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste En gros, la passion, c'est quoi pour toi déjà? Bah, je pense. Enfin, c'est plus important de savoir qu'est-ce que c'est pour toi, toutes tes passions. Est-ce que, genre, si t'enlèves toutes tes passions, qu'est-ce qui te reste vraiment? Est-ce que il te reste ton corps physique, Mhm. ça c'est sûr. Mhm. Il te reste tes obligations, Ouais. tes devoirs. Il te reste peut-être les relations familiales. Mhm. Après, je pense que ça, c'est mon caractère personnel, mais moi, j'aime bien essayer de trouver une raison pour laquelle j'aime bien faire quelque chose. Mhm. Même si je suis contraint à faire quelque chose, j'essaye de trouver souvent une raison ou un point sur lequel je me dis, ah ça, le fait de faire ça, ça me procure ça, ou ça me fait plaisir dans ce point-là, ou ça permet ça, ou j'essaye de trouver un point positif en fait dans tout ce que je Mhm. fais. Donc même si c'est ennuyant, même si c'est nul, je pense que j'essaierai toujours de trouver une raison pour laquelle ça tournerait finalement en passion. Donc pour toi, ce qui est positif, c'est des passions en fait. Voilà, par exemple, même le fait de se faire à manger qui est essentiel dans la vie, je vais me dire, bon bah je vais cuisiner. Ouais. Je vais pas me préparer à manger, je vais cuisiner, donc je vais m'amuser à mettre d'autres ingrédients, ou tu vois. Ouais. J'essaie toujours de rendre ça, entre guillemets, intéressant. Et remplir la fiche d'impôt, tu te dis quoi? Ça devient plus dur, mais je me dis, bon bah si je le fais aujourd'hui, j'aurai pas à le faire demain. Donc Ouais. autant le faire aujourd'hui, donc ça me laissera du temps pour autre chose, si je le Ouais. fais maintenant. Toujours un peu. Toujours mettre la carotte au bout du bâton, quoi. C'est. Des fois, je trouve. Non, c'est juste essayer de trouver un autre point de vue. Ouais. Moi j'aime bien essayer de concevoir quelque chose différemment. Ouais. J'aime pas rester sur un point de vue, j'aime bien me dire ça c'est pas ça. Bah, je pense que c'est un petit peu aussi, j'ai été influencé parce que j'ai un peu appris un petit peu sur, ou me renseigné sur la vision systémique. Je sais pas si tu Non, connais, je vois pas du tout et ce que c'est. je suis pas encore calé là-dessus, mais en gros c'est essayer de voir quelque chose dans son ensemble. Ouais. Alors et ça s'oppose à la vision cartésienne, c'est découper quelque chose, donc par exemple tu as un problème, et toi tu vas découper ça en plusieurs domaines et essayer de voir dans chaque domaine comment tu peux résoudre ça. Mhm. Alors que la vision systémique, si tu as un problème, tu vas essayer de voir d'abord tous les éléments, tous les facteurs qui font qu'il y a eu ce problème-là, et essayer de trouver une solution qui englobe le tout. D'accord. Ouais. Et, C'est un peu plus dur, je trouve, dans ce sens-là. De voir genre l'ensemble, de trouver une solution qui s'adapte à tout, je trouve que c'est. mais moi j'ai toujours fonctionné, enfin j'ai un peu fonctionné toujours comme ça en fait, parce que j'aimais pas me contenter d'un point de vue. Moi j'aime bien Mhm. avoir une vue d'ensemble de quelque chose pour faire la chose. Et par exemple, il y a un exemple tout bête pour illustrer la vision systémique, c'est par exemple la fonctionnalité d'un stylo. Donc la vision Mhm. cartésienne, c'est un stylo, c'est fait pour écrire. Point. Alors que la vision systémique, c'est un stylo, ça peut écrire, mais on peut frapper aussi avec, ou on peut se gratter avec, je sais Tourner pas, son thé avec. tourner son thé avec, voilà. Faire, il y a plein. En gros, c'est pas le, comment dire, l'utilité de destination. En fait, c'est la destination qui donne l'utilité à l'objet, Ouais. et pas l'objet en lui-même qui a déjà sa propre C'est une destination. vision un peu plus créative en fait des choses. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, ouais. Après, Ok. voilà, encore une fois, je maîtrise pas le domaine, hein. Ouais, mais c'est intéressant, je Ouais. trouve. Enfin, moi j'apprends beaucoup de choses de Mais ces en tout cas, voilà, hein, interviews. là, je vais peut-être un peu à droite à gauche parce que justement, Non, je trouve pas parce que au final, enfin, la vision systémique c'est prendre du recul. ouais, Et tu me dis que l'aïkido ça te permet de prendre du recul. ouais, Donc au final, t'es sur la même lignée. Enfin, ça se voit vraiment que c'est ancré en toi, quoi, l'aïkido. ouais, On s'en rend pas compte, mais nos ouais. passions, elles nous conditionnent surtout, en fait, Mhm. beaucoup, je trouve. Et ça rejoint un petit peu la pensée systémique, justement, où finalement tout a un lien, je Ouais. pense. On se rend pas forcément Tout compte, est mais lié. tout est lié. Mais c'est vraiment, plus j'y pense, plus j'ai
j'ai l'impression que c'est vrai. Mm. On a l'impression que c'est un peu le destin, ou est-ce que c'est le hasard des choses qui font que tout est logique, ou est-ce que c'est l'humain qui arrive toujours à trouver un lien entre deux choses qui n'ont pas forcément à voir? C'est peut-être ça, c'est peut-être notre interprétation qui fait qu'on arrive toujours à trouver un lien logique. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant pour moi de voir les choses dans la globalité. Oui, c'est vrai. Euh, Peut-être qu'on va approcher du mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui écoutent? Parce que c'est des gens qui s'intéressent aux passions. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur transmettre, là, maintenant, tout de suite? Euh, Allez, Waouh. au tac au tac. Oula. Lié à la passion. Oui, oui. Bah, si vous avez trouvé quelque chose que vous aimez bien, continuez là-dedans, allez à fond. Sinon, bah, essayez d'être curieux, ouvert et voyez ce qui vous tombe dessus. Des fois, c'est un heureux hasard qui fait que vous trouvez une passion ou pas. Donc, C'est peut-être déjà là. c'est peut-être déjà là et que vous savez pas. Peut-être c'est quelque chose que vous avez commencé. Donc, voilà. Je pense qu'il faut rester sensible à ce qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver ce qui nous plaît réellement. Bah, merci pour Je t'en aujourd'hui. prie. Merci, c'était Atem, passionné d'aïkido. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette interview. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à me donner des pistes d'amélioration. À laisser un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir mon travail et ne rien rater. À la prochaine, Nénuphèrement, Frog the Pouille Pouille.